Il n'y a rien de pire que les biographies d'artistes, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est un chemin tellement long, tellement compliqué, tellement... enfin, à part les gens très doués, qui ont des... Surtout dans la musique, où il y a des... Vous savez, il y a les enfants prodiges, tout ça. Les doués, quoi. Moi, j'étais pas très doué. Donc, ça s'est pas vu tout de suite, quoi. Bon, après, la musique était là très tôt, mais c'est vrai que la photo est venue assez vite pendant l'adolescence, et ça m'a jamais quitté. J'ai pensé à un moment devenir photographe, parce que la musique, c'était un chemin pavé de désillusions. Et finalement, j'ai préféré aller là où j'étais le moins bon, dans la musique. Et ça va, depuis, je tiens le coup, quoi. Mais la photo m'a pas quitté, c'est vrai. Après, de là, me considérer comme un photographe, faut pas exagérer quand même, hein, parce que je fais très attention. Par exemple, il y a 2-3 ans, je me suis battu avec Wikipédia. Enfin, battu. J'ai vu un jour, quelqu'un m'a dit que de ma fiche Wikipédia, j'étais présenté comme compositeur et photographe. Alors moi, j'ai tellement de respect pour les photographes et d'admiration que je me sentais un usurpateur. Alors j'ai écrit à Wikipédia et on m'a répondu « information erronée ». Alors j'ai appris qu'il fallait pas que ce soit vous qui corrigiez votre bio, mais quelqu'un d'autre le fasse. Donc j'ai supplié un ami à moi qui est un peu comme ça, expert en réseau et en informatique. Et maintenant, je suis présenté sur « Je pratique la photo en amateur », ce qui me va très bien. Parce que, à vrai dire, si je fais de la photo, c'est vrai, et si elle intéresse un peu quelqu'un, c'est d'abord parce que je suis compositeur. C'est ça qui est drôle. Et donc, à ce titre, j'ai des expositions. Par exemple, quand j'étais au Festival de Salzbourg, il y a maintenant 3 ans, j'avais beaucoup de choses, un opéra, tout ça. Il m'avait fait tout un portrait avec des concerts. La galerie Leica de Salzbourg et le Festspielhaus m'avaient fait 2 grandes expos de photos, parce que c'est ça qui était drôle, c'est que j'étais là comme compositeur, et puis hop, il fait un peu de la photo, mais c'est pas pour ça qu'il... Voilà, donc pour finir sur la photo, c'est tellement précieux pour moi que j'ai toujours, pas caché ça, mais pratiqué ça un peu vraiment comme un jardin secret. Puis alors maintenant, j'ai fait des livres de photos, j'ai fait vous voyez, on m'en achète, tout ça, ça devient professionnel. Et j'aime pas beaucoup parce que je perds de la liberté. Une liberté qui est essentielle d'ailleurs pour la création. Oui, c'est-à-dire il faut se sentir dégagé de tout tentation, j'oserais dire hiérarchique, quoi. La photo, par exemple, si je vois, pour ceux qui connaissent la photo, si je vois la nuit, il pleut, un pavé luisant, vous voyez, comme ça. Je pense à Brassailles tout de suite, qui a fait des photos magnifiques de pavés luisants sous la pluie. Un photographe professionnel, il va se dire, ouais, on a déjà fait ça. Moi, je le fais. Ouais, je la refais, quoi. Et je suis content. En musique, c'est pas pareil, vous voyez. Oui. En musique, si tout d'un coup j'ai l'impression d'être sur un chemin, disons balisé, je fais un petit peu attention quand même. Oui. Oui, je crois d'ailleurs vous avoir entendu là-dessus par rapport à Xenakis qui vous disait, mais ça c'est un geste historique, il faut fuir ça. Oui, mais ça c'est toute l'histoire de la musique qu'on appelle abusivement contemporaine. Je déteste ce terme, parce que à force de l'appeler contemporaine, moi ça va faire 50 ans que j'entends ça. Donc je dis contemporain de quoi? Et donc, ok, on l'appelle comme ça pour des raisons un peu stylistiques, quoi. Enfin, encore qu'aujourd'hui, ça veut plus tellement rien dire, mais il y avait toute une histoire, qui est pas l'histoire de la musique, qui est l'histoire des arts, qui est dans les années 50, 60, il y avait des doxas, des idéologies très fortes dans la musique. Alors dans la musique, c'est un peu caricatural quelquefois, mais ça existait dans le cinéma, ça existait en littérature, ça existait dans la peinture, enfin. Et par exemple, je racontais à ma fille hier, qui est éditrice, qui est historienne d'art, qui a d'ailleurs eu, j'en suis très fier, aussi la Villa Médicis, c'est incroyable.
je lui racontais une histoire très drôle. Quand je suis arrivé à la Villa Médicis, j'étais très jeune, j'avais 25 ans, au début des années 80. Moi, j'étais pétri de l'histoire du minimalisme. J'adorais Barnett Newman, Sol Lewitt, Ad Reinhardt, Roscoe. J'adore toujours. Hein. Rayman, tout ça, c'était pour moi... Ça m'avait... Moi qui fais une musique plutôt éruptive et expressive, j'adore toujours ça. Et puis, je suis arrivé à la Villa, il y avait là quelques artistes qui étaient aussi pétris de cette culture, qui était au fond, finalement, l'académisme contemporain, quoi. Et puis sont arrivés ce qu'on a appelé à l'époque la trans-avant-garde italienne. Donc on était à Rome, quoi. Et puis je vous rassure, je trouve que Rome est sinistre sous la pluie, mais j'adore Rome. D'ailleurs, j'y vais bientôt. Et enfin, je devais y aller bientôt là, mais je vais peut-être pas y aller quand même. Mais comment dirais-je, sont arrivés une bande d'artistes un peu échevelés là. Mal éduqués, très sympathiques, qui disaient « Nous, vos petits carrés blancs sur fond noir, on en a marre, ce qu'on veut, c'est peindre des filles avec des gros seins. » Je me souviens très bien, vous me pardonnez, mesdames, mais c'est exactement ce qu'a dit Enzo Cucchi début des années 80. Et moi, ça me faisait rigoler. Je trouvais ça, et puis d'un coup, ils se sont mis à faire des tableaux avec, vous voyez, et qui ont changé pas mal de choses, hein, et qui ont renoué en quelque sorte avec... voilà, donc dans l'histoire de la musique, il y a aussi des choses comme ça. Et il y a le fameux geste historique. Et moi, on me reprochait d'avoir des gestes historiques dans ma musique. Alors, d'ailleurs, je sais toujours pas ce que ça veut dire, parce que je suis tellement lié, je me sens tellement lié à l'histoire. Enfin, je veux dire, je suis pas moi personnellement, mais j'aime tellement l'histoire de la musique, j'aime tellement entendre la musique, classique qu'on appelle, mais qui est pour moi d'une modernité et d'une contemporanéité souvent très très impressionnante, souvent beaucoup plus que certains académismes contemporains. Que voilà, je vois pas pourquoi la récupération de certains archétypes serait à bannir, quoi. Voilà. Alors, c'est vrai que le parcours, vous disiez tout à l'heure, un artiste, il y a un parcours quand même. Il y a quand même, il y a des rencontres déjà, je pense, qui forgent. Je parlais tout à l'heure de Xenakis, mais vous avez aussi des rencontres qui n'étaient pas forcément musicales. Je pense notamment à Gilles Deleuze, la théorie du rhizome qui a beaucoup, voilà. Et puis aussi, parfois, il peut y avoir une œuvre. Je crois que pour vous, cette œuvre, c'est l'œuvre de Varèse. Arcana, donc je sais pas si pour oui, vous. Alors ça c'est la biographie, hein. Bon, mais je pense que c'est un parcours. Enfin, je pense qu'un artiste, il est né de rencontres, de parcours, de chocs émotionnels. Bien sûr. Il ne peut pas, et de rencontres esthétiques, de rencontres philosophiques qui marquent parce que ça donne une trajectoire. La trajectoire, elle se guide quelque part un peu au gré des rencontres. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous détermine, mais si vous voulez, Lee Chevalier, au fond, en parlait. C'est dans cette question, hein, quand vous posiez des questions à Lee, moi, évidemment, j'avais des réponses aussi. Hein. Pas toujours les mêmes, hein. Heureusement pour nous deux, mais je veux dire, il y a la matière. C'est-à-dire Lee est peintre, moi je suis musicien, donc c'est apparemment deux arts qui s'aiment bien, puis qui sont inconciliables. Alors moi je serais un petit peu, à certains égards, qui travaillent pas les mêmes questions formelles égard leur matière. Bon, mais la matière c'est pas si important. Ce qui est important c'est la pensée. Et c'est là où peuvent se rejoindre la peinture et la musique, ou la photographie et le cinéma et la littérature. C'est comment on agence les choses. Donc, ça, pour moi, ça a été Deleuze. Avec Deleuze, j'ai compris, mais c'était presque une incidence pas prévue, même dans sa propre pensée. C'est-à-dire, c'est en écoutant Deleuze à l'université. Enfin, à vrai dire, quand je l'écoutais à l'université, je comprenais rien. Et puis j'ai tout fait parce que tout le monde fumait, c'était épouvantable. Et je me souviens que j'avais du mal. Pour moi, les cours de Deleuze, c'est je suis près de la porte, debout, parce qu'il y a de l'air. Et je comprends rien. Non, mais vraiment rien du tout, hein. Sauf
une chose, c'est qu'il répondait à chaque personne avec le même sérieux. On pouvait lui poser une question sur Nietzsche, très compliquée, sur, je sais pas, quel philosophe, Kant, Hegel, que sais-je. Il répondait. Et si quelqu'un lui posait une question très simple, il répondait aussi avec le même. Ça m'a beaucoup appris, parce que quand je suis dans des débats, quelquefois avec le public, ou après des concerts, à l'opéra, il y a des gens très gentils qui viennent vous voir. Alors, quelquefois, il y a des amateurs très, comme ça, sophistiqués. Puis, quelquefois, il y a des gens normaux, quoi, enfin, qui sont là. Enfin, je veux dire, oh, j'aime bien votre truc. Enfin, avec des réflexions comme ça, très, très sentimentales. D'ailleurs, j'aime beaucoup. Et quand ils vont poser des questions, mais il faut leur répondre pareil, quoi. Et ça, c'est vraiment Deleuze qui m'avait frappé pour ça. Mais c'est après l'avoir écouté, que j'ai commencé à le lire et que progressivement c'est infusé en moi des questions très formelles, un peu ennuyeuses à discuter là. Alors c'est drôle parce qu'en ce moment j'ai quelqu'un qui fait une thèse là-dessus sur ma musique et Deleuze. Et alors je lui ai dit encore récemment, faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. J'ai dit faites exactement ce que vous voulez. Et voilà. Mais je ne rentrerai pas dans une discussion formaliste avec cette personne. Mais ce qui en soi est un enseignement deleuzien également, quoi. Mais pour revenir à ce que je disais sur la matière et la pensée, c'est que très souvent enfin, c'est pas une critique que je fais. Je regarde, quoi. Très souvent, je vois des artistes dont la pensée... Enfin, ça m'intéresse, d'ailleurs, c'est pas péjoratif hein, chez moi, mais ça reste une question dont la pensée est exclusivement liée à leur propre matière. Alors ça, c'est très puissant chez les musiciens, parce que, comme vous savez, la musique, ça rigole pas. Et pour faire un musicien, pour savoir s'il est vraiment mauvais, il faut quand même qu'il travaille 15 ou 20 ans, quoi. À peu près. Voilà. Et donc, au bout de 15 ou 20 ans, quand on est sûr qu'il est vraiment mauvais, il arrive qu'il soit très bon. Hein, et il est dressé comme un cheval, quoi. Enfin, il est formé, maté. Il y a très très peu de métiers, je crois, peut-être danseurs, qui sont aussi lents et longs, même pour les doués. Enfin, et faire la musique. D'ailleurs, on le voit bien. Moi, j'ai été quelquefois invité dans des écoles d'art, comme ça, comme artiste. C'est très frappant. Vous allez aux Beaux-Arts de Paris, quoi. Hein. Vous allez dans une classe, une classe. Tous les étudiants, ils ont 20, 21, 22, 23. Ils sont en atelier couleur, quoi. Vous voyez, non mais ça commence comme ça. Ils se font atelier couleur, quoi. Et un musicien à 20 ans, mais un pianiste à 20 ans, il s'est déjà joué les concertos de Beethoven, il s'est tapé tout Mozart. Enfin, ça veut pas dire qu'il est bon, hein, mais mais si vous voulez, le niveau, la discrépance est totale, quoi. Enfin, c'est pas un jugement de valeur, hein. Mais c'est très frappant de voir la différence de maturation entre les plasticiens et les musiciens. Alors après, ça pose aussi des problèmes, quelquefois. Par exemple, moi, la seule année que j'ai fait en auditeur au conservatoire, il y avait au conservatoire 8% de bacheliers. Pourquoi ? Parce que pour faire ce boulot-là, ils quittaient l'école à 13 ans, quoi. Enfin, vraiment. Et moi, je connais plusieurs musiciens, même pas de ma génération, mais même plus jeunes que moi, qui ont fait toute leur scolarité par correspondance. Enfin, alors maintenant, c'est organisé différemment. Il y a le lycée Racine, tout ça. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que je me permets de penser quand même, et je l'ai observé, que vous avez des musiciens qui ont 20 ans, qui sont des bestioles pas possibles. Enfin, je parle des interprètes. Hein. Et puis, quelquefois, qui sont sous-cultivés, quoi. Dont la pensée est pas, et je dois le dire, enfin, c'est pas une règle générale, mais
quelquefois, j'ai l'impression d'avoir un neuneu en face de moi, quoi, parce qu'il n'est pas développé dans la tête, quoi. Hein. Non, mais ça arrive. Hein, chez nous, on en rigole un peu, mais c'est la vérité. Hein. Du coup, ça doit poser quelques problèmes quand vous devez diriger une heure ou conduire un interprète, un soliste ou quoi que ce soit. Si ceux avec qui je travaille sont pas comme ça. Non, mais si vous voulez, après, je caricature un peu. Hein, je veux pas tout d'un coup jeter l'opprobre sur. Mais ce que je veux dire, c'est que puisqu'on est là pour parler d'art, ça arrive aussi chez certains compositeurs. Vous avez des compositeurs très naturels comme ça, qui quand il y a 11 ans, ils se mettaient à écrire des trucs, enfin, vous voyez, ou à improviser. J'ai rencontré un jeune garçon là récemment. Je sais pas, il avait, 9 ou 10 ans, quoi. Il jouait du piano, mais vous pouvez pas imaginer. Hein, il fait des concerts, il passe à la télé. Enfin, c'est évidemment je crois qu'il est pas russe, mais enfin biélorusse ou je sais pas, enfin genre comme ça. Et alors on me l'a présenté. C'était après un concert en plus. Hein. Alors quelqu'un a dit je vais te montrer un compositeur. Alors, il est arrivé, le gamin, il était tout comme ça. Et alors il m'a demandé en anglais, il parle anglais parfaitement. Hein. Il m'a demandé un conseil. Je lui ai dit, mais je donne pas de conseils. Et il m'a dit, je voudrais un conseil, enfin, avec sa mère qui le poussait. Si, ben, dites-lui quelque chose, tout ça. Alors je lui ai dit, n'étudie pas trop longtemps. Alors là, ça l'a séché, quoi. Parce qu'il est compositeur aussi, j'ai oublié de le dire. Et je lui dis, n'étudie pas trop longtemps. Voilà. Et pourquoi ? Parce que il faut le protéger, cet enfant. Il est déjà la musique qu'il fait, c'est du chat GBT, quoi. C'est-à-dire qu'il travaille, toutes ses harmonies viennent d'ailleurs et tout. Il a tous les gestes dans les doigts, tout ça. Alors tout ce qu'il fait, ça ressemble à quelque chose d'autre. Et comme il a le talent de réagencer les choses, on lui fait croire qu'il est compositeur, mais il en est très très loin. Composer, c'est pas ça. Enfin, voilà, je me suis éloigné. J'ai fait un rhizome deleuzien. Justement, vous abordez la question composer, c'est quoi si c'est pas ça, c'est parler du flux, je crois, d'ailleurs, quelque chose. Ouais, mais vous savez, c'est très. Enfin, je peux vous dire des tas de trucs. Je pourrais faire des belles phrases sur composer, c'est quelque chose, quoi. Mais moi, je sais pas. J'ai aucune autre idée de la vie qu'en composant. Donc je suis un peu comme un mille-pattes, quoi. Je réfléchis pas nécessairement à l'ordonnancement de mes pattes, quoi. Mais je dirais que composer, c'est d'abord pour moi, ça a à voir avec la vigilance, en fait. Voilà. C'est avec la conscience. J'ai souvent dit ça. Ça a à voir avec le être là, le Dasein, comme disent les philosophes, mais c'est la seule chose qui peut vous permettre d'être en face non seulement de vous-même, mais aussi de l'histoire. Et c'est aujourd'hui, à mon sens, une question majeure, parce que on a beaucoup parlé depuis quelques dizaines d'années de la fin de l'histoire. On s'aperçoit que c'est pas le cas, hein, avec les événements qui se passent en Ukraine, où on voit que l'histoire se reproduit. Enfin, mais je veux dire par là qu'il faut absolument se poser la question de l'histoire, parce que l'époque, hein, et je le voyais bien quand j'ai assisté à la fin du débat tout à l'heure, l'époque produit de l'amnésie. Et elle privilégie le présent. Parce que c'est ce qui arrange, je veux pas faire du marxisme à 2 balles, mais je veux dire, c'est ce qui arrange le capitalisme d'aujourd'hui. La perte de mémoire est organisée de manière à ce que les mêmes erreurs se reproduisent. C'est faustien, quoi. C'est vraiment faustien. Et j'en veux pour preuve que c'est le principal... moi, j'ai très peu enseigné, mais j'ai quand même enseigné 2-3 ans à la Musikhochschule à Munich, qui est une grande école allemande, et à la Haute École de Genève, enfin 1 an. Et quand on me demande de résumer cette expérience, d'ailleurs on me le demande pas souvent, mais enfin quand on me le demande, je dis toujours, c'est la mémoire.
Et je me suis retrouvé en face de jeunes gens, de jeunes femmes très douées, très douées. Ils sont très doués. Enfin, ils sont vraiment. La technique s'est rationalisée. Alors, ils savent plein de trucs que moi je savais pas à leur âge, mais ils ont plus de mémoire. Ils travaillent dans un écart de temps, un laps de temps qui est très très court. Et quand on fait une référence, pas seulement à la musique classique, quoi. Ils n'ont plus rien à fiche de Brahms ou de Beethoven ou tout ça. Mais même la propre histoire de la musique moderne, de l'après-guerre, ils la connaissent quelquefois très très mal. C'est presque sidérant. Et c'est vraiment une constante que j'ai partagée avec d'autres amis compositeurs qui sont profs, alors là, depuis 30 ans, et qui me disent non seulement la même chose, mais pire encore que ce que je viens de dire. Donc c'est pour ça que je pense pouvoir dire que composer, c'est être vigilant, c'est faire monter la conscience, c'est embrasser l'espace, je veux dire, sur une période très longue, très très longue, et pas seulement l'habitus et l'ambitus de ce qui est possible aujourd'hui, quoi. Enfin, vraiment. L'autre jour, j'ai vu un ballet comme ça par un jeune chorégraphe, évidemment très doué, tout ça. Et ça m'a beaucoup frappé parce que moi, j'ai travaillé beaucoup avec la danse et avec des grands chorégraphes. Et ce garçon a un succès dingue. Et on voit vraiment que l'esthétique n'est pas en phase avec l'éthique, quoi. Parce que son esthétique, elle est Kleenex, quoi. C'est fait pour plaire maintenant, mais dans les 6 mois qui viennent, quoi. Déjà, la musique qu'il utilise dans 6 mois, elle est out complètement. Et tous les gestes existent déjà. C'est juste une gestion de données, quoi. Et quand vous voyez toute la salle debout avec les moyennes d'âge 24 ans, vous vous dites, ah là, il y a un problème, là. Moi, je me suis vraiment dit ça. Je me dis, là, il y a vraiment un problème parce que pourquoi moi, qui suis beaucoup plus âgé, je veux dire, j'ai le sentiment d'avoir tout connu déjà, j'ai tout vu déjà, tout vu, mais depuis 40 ans. À cause précisément de l'amnésie. C'est-à-dire que c'est fait pour un public qui ne sait pas. Alors, ça peut paraître très prétentieux ce que je dis là, mais la vérité, c'est qu'ils ne le savent pas. Voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure de Nietzsche, mais c'est vrai que c'est l'idée de la rumination. La rumination, c'est pour éviter l'amnésie. Justement, on rumine, ouais. Et je crois que vous entendre parler de ça, la rumination de l'art. D'ailleurs, on parlait d'infuser aussi, ça participe. Le fait de ruminer, c'est de revenir sans cesse, mais de pas oublier. Ben, si vous voulez, l'oubli, ça peut être intéressant, mais ça, c'est de manière très, je dirais, entre soi et soi. Enfin, moi, je fais beaucoup d'efforts pour oublier plein de trucs, mais si j'essaie de sortir du cadre, disons, très très privé, qui est le mien, très personnel, moi, en face de mon travail, je veux dire, l'oubli doit être banni, absolument, bien sûr, parce que il faut se situer dans un potentiel expressif qui permette enfin, qui ait des capacités invasives dans la conscience, quoi. C'est-à-dire de rentrer dans l'inconscient collectif, dans la psyché humaine. C'est pour ça que j'aime bien l'opéra et c'est pour ça que j'aime bien traiter des thèmes, disons, mythologiques dans l'opéra, parce que c'est des histoires très modernes qui convoquent immédiatement une mémoire. Hein. Quand vous faites moi j'ai fait un opéra sur Faust, sur Penthesilée, là actuellement je travaille sur Antigone. Vous voyez, tout le monde connaît, quoi. Et en même temps, ça embrasse toutes les cultures d'un coup. À cause du commun, en fait. Oui, mais la rumination dont Nietzschéenne, effectivement. Alors moi, j'ai un fils mon grand-fils, il est bouddhiste. Et enfin, il fait pas que ça, mais il est très très bouddhiste. Et il me dit toujours, quand il regarde mes partitions, il me dit, papa, tu fais de la méditation.
En fait, vous écrivez de façon très précise, hein, oui, presque maniaque. Oui, très maniaque. J'écris à l'encre, à la main. Enfin, je veux dire. Mais c'est vrai que par exemple, j'en parlais avec un ami compositeur là il y a quelques jours qui écrit à l'ordinateur. Et il me disait, oh, mais moi j'ai 3 écrans de 43 pouces, je vois tout. Enfin, il me raconte des trucs comme ça. Mais... Et je lui dis, ouais, puis quand tu veux supprimer quelque chose, comment tu fais? Il me dit, bah, je fais plop, ça s'en va, ça. Je dis, ouais, mais c'est parti ton erreur. Moi, je continue à la voir. Et pour l'enlever de la partition, il faut que je découpe dans le papier, comme ça, avec mon cutter, puis que je recolle un truc avec des portées, je mets des contreforts derrière, je scotche, enfin, je fais tout un truc. Et je peux te dire que l'erreur que j'ai faite, je m'en souviens longtemps, quoi. Et puis je m'arrange pour pas la reproduire parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Alors, c'est drôle comme ça, mais ça l'a. Enfin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et puis que j'admire beaucoup en même temps, mais on a rigolé avec ça. Je lui ai dit, mais c'est ça, puis quand ça tombe en panne, ton truc, comment tu fais? Alors, un jour, j'étais là, dans ma maison, c'était le soir, et puis il me raconte, tout d'un coup, la foudre, j'avais plus rien, je pouvais plus travailler. Ben, tu vois, moi, je peux continuer à travailler. Enfin, c'est des anecdotes, mais qui racontent beaucoup, sur la capacité, précisément, de rumination sur son propre travail, quoi. Et puis, dans ces histoires-là, je dérive un peu, mais ces histoires de technologie, la technologie, et c'était un peu ce qui était en cours dans le débat tout à l'heure, la technologie, elle pense pour vous. Elle prépense pour vous. C'est Umberto Eco, il avait écrit, en 92, il a écrit un très beau texte, quand il a fait le Collège de France, quand il a fait sa chaire au Collège de France. Il a fait un très beau texte précisément sur... c'était le début des traitements de texte, enfin des Word, tout ça. Enfin, ça existait depuis un moment déjà, mais enfin, ça se popularisait vraiment. Je pense qu'on est en 91, 92, donc il y a 30 ans maintenant. Et il a fait un texte très beau où il raconte comment l'ordinateur pense pour vous et à votre place, et comment le fait d'enlever tel bloc de texte, enfin, il n'était pas contre, hein, mais tout d'un coup, il observe vraiment comment la pensée, tout d'un coup, s'adapte à la machine et change son propre rapport littéraire, en tout cas technique, à la création littéraire. C'est très intéressant. Aujourd'hui, on parle plus beaucoup de ces débats-là. Quelquefois, moi, quand je me suis retrouvé en situation d'enseignement ou dans des académies, je fais toujours le même coup. Je vois arriver la partition. Maintenant, ils sont à 95%, ils écrivent tous à la machine. Mais je leur fais toujours le même truc. Je vais toujours, ah, vous écrivez à l'ordinateur? Je dis, bah oui. Et je fais, pourquoi? Ils me répondent toujours la même chose. Puisque je dis la même chose, ils disent la même chose. Ils me disent toujours, ah ouais, non, mais ça va plus vite. Ah, je dis, ah ouais, ça va plus vite. Et donc, vous gagnez du temps. Ils me disent, ah ouais, ça, on gagne un temps fou. Et alors, je leur dis toujours, mais avec le temps que vous avez gagné, vous faites quoi? Ouais, alors, là-dessus, ils répondent toujours enfin, après, moi, je fais une petite analyse marxiste qui coûte pas cher. Je dis, donc, vous accroissez votre force de capital, parce que vous pouvez faire une autre pièce. Là où vous en faisiez qu'une, ben, vous en faites 3, quoi. Enfin, donc, on peut rentrer dans une discussion comme ça. Enfin, alors, ça donne, ce que ça donne, quoi. Puis j'écarte au bout d'un moment, mais je veux dire, j'essaie de les faire penser au fait que aller plus vite n'est pas une valeur. Il faut presque perdre du temps, c'est presque intéressant de perdre du temps et de passer du temps. Perdre du temps, c'est essentiel. Moi, je me bats comme un tigre pour perdre du temps. Ouais, je me bats comme un tigre pour rien faire. Ouais. Ça me prend des heures. Mais c'est vrai. Et du coup, je travaille beaucoup plus que ce que je devrais. Parce que quelquefois, attendre, laisser rester devant, comme ça. Et puis, chez nous, il faut entendre. Moi, je travaille à table, j'ai pas d'instrument, tout ça, c'est tout mental. Alors, je veux dire, ça prend un temps de concentration énorme, et quelquefois, les décisions peuvent pas se prendre immédiatement, quoi. Elles se prennent quelquefois des jours après. Alors, heureusement, la musique, c'est tellement
technologique, si j'ose dire, que vous pouvez faire plein de trucs, quelquefois, pas de façon mécanique, mais par exemple, je peux téléphoner en travaillant. Vous voyez, quand j'orchestre, quelquefois, c'est des choses pas mécaniques, mais je sais que les flûtes, elles vont faire ça pendant que les hautbois font ça. Et je peux donner un coup de fil. Et puis pendant... Alors quelquefois, on me dit, ah non, mais il faut que je vous laisse travailler. Mais je travaille pendant que je vous parle. Et ça fait penser aux pianistes qui font les gammes en lisant le journal ou des choses comme ça. C'est ça, oui. Je sais, ma femme, par exemple, elle sait au son de ma voix si je travaille pendant que je lui parle ou pas. On a un autre rapport, alors. Vous parliez tout à l'heure des ordinateurs qui pensent. Vous parlez souvent aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la dépense. Comment on dépense, en fait? Ah oui, parce qu'il faut ne pas savoir pour continuer. Il faut désavoir. Ouais. Il faut donc dépenser. Parce que, surtout quand on prend un peu des années, quoi. Et chez les artistes, par exemple, j'en profite pour dire que moi, j'ai aucune glorification privée à partir de... Enfin, les artistes, ça m'impressionne pas beaucoup, quoi. D'abord, j'en connais plein de mauvais. Franchement, plein. Et la plupart, je dois le dire, sont pas, moi aussi probablement, sont pas, franchement. Ouais, non, mais c'est vrai, quoi. Et puis il y a rien de plus emmerdant que ces artistes persuadés d'eux-mêmes, qui savent tout, qui vous parlent de leur, je sais pas, de leur truc là. C'est emmerdant, enfin. Et tout à l'heure vous parliez de l'artisan et de l'artiste, quoi. Ben la vérité, c'est que il y a quelquefois des meilleurs artisans que de meilleurs artistes, quoi, que des artistes, quoi. Enfin, franchement, moi je connais les artisans, moi je connais un relieur, par exemple. C'est vraiment merveilleux, quoi, comme ce qu'il fait, quoi. Et puis il y a des artistes qui sont de très bons artisans. Il y a des artistes qui sont très mauvais artisans, mais dans ce cas-là, ils vont travailler avec des artisans qui sont pas artistes, quoi. Et chez les plasticiens, il y a des tas d'artistes aujourd'hui, ils savent même pas dessiner un mouton à leur gosse, quoi. Enfin, mais ils savent avoir l'idée de faire voilà, de demander. Puis après, vous avez des artistes démiurges. Moi, j'ai fait un grand projet avec Anselm Kiefer récemment, là, et je veux dire, Anselm Kiefer, c'est un ogre, c'est un truc, c'est type incroyable, quoi. Enfin, ça dépasse tout ce que j'ai vu dans ma vie. J'ai bien connu Soulage aussi, et qui était un peu très très différent, mais dont on sentait qu'il était attiré par enfin, il y avait une voracité comme ça, enfin merveilleuse, hein. Mais pour revenir, qu'est-ce que je disais? Vous voyez, c'est Deleuze là. J'ai dérivé. Les artisans. Oui, les artisans. Oui, bah j'ai un peu dit ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il y a des artisans qui sont pas des créateurs, mais c'est pas pour ça qu'ils sont moins bien, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je me méfie beaucoup du discours des artistes souvent sur eux-mêmes, enfin parce qu'ils produisent de l'idéologie, ils produisent de la doxa, de la conviction, de la persuasion. Ils deviennent sûrs, ils possèdent la vérité. Et ça, quand on vieillit, moi j'en vois de plus en plus, quoi. Enfin, des gens, ils sont sûrs d'eux, et puis quelquefois, si ça marche pas très bien, leur machin, ils deviennent jaloux, ils deviennent amers, aigres. Moi, j'ai dîné avec un artiste la semaine dernière qui m'a dit des choses, type que j'aime beaucoup, hein, mais c'était épouvantable, parce qu'il me disait des choses. Par exemple, il faisait la musique classique. Enfin, c'était un compositeur, mais il me disait, moi, quand je vois Mahler programmé à la Philharmonie, je pense qu'il prend mon travail, quoi. Enfin, je pense je lui dis, mais bon, il fait comment? Non, mais sérieusement, hein. Et donc, je suis tombé dans une discussion effarante. Je lui dis, non, si je veux écouter une symphonie de Mahler, je l'ai sur YouTube, je l'écoute avec mon casque, et puis j'écoute un passage, et puis c'est tout, quoi. Mais ça sert à rien, ces concerts de musique qu'il y a, enfin, ça, bon. Et il était vraiment convaincu, quoi, et enfin, même sa femme m'a dit à un moment,
je discute pas trop. Je fais OK. Non, donc je veux dire, c'est bon. Là, on est peut-être dans une névrose très particulière, mais encore que elle est pas si rare. Hein. En fait, c'est toxique, cette doxa qui est produite par certains artistes. Oui, ça, il y a cette histoire il y a ce problème avec la raison, quoi. Je veux dire, un artiste, c'est sûr, quand il se bat, enfin, Lee en parlait très bien. Quand il se bat, enfin, chacun a son histoire, mais cette histoire n'a pas valeur n'a pas de valeur au fond. Vous voyez, ma propre histoire, ma biographie, enfin, je le prends pour moi, ma biographie. Moi, si je vous raconte ma vie, vous allez pleurer déjà, vous allez me prendre dans vos bras, tout ça, en voulant me consoler. Mais c'est vrai, quoi. On va faire un film au moins, quoi. Mais franchement, moi, j'ai une vie hyper triste, quoi. Mais il y a plein de gens qui ont des vies comme ça. Plein. Il y en a plein. Et pourquoi celle de l'artiste, tout d'un coup, aurait plus d'importance, quoi? Qui se démerde, l'artiste, quoi, franchement. Qui fasse son truc, et voilà. Et il faut qu'il se batte pour ça. C'est pour ça, moi, je réagis toujours mal aux histoires corporatives et tout, les associations, les pétitions généralisées pour protester contre le budget du ministre de la Culture, tout ça. Alors, ok, je suis solidaire, mais il y a un moment, j'aime plus, quoi, parce que ça nivelle tout. Bon, sans doute je fais une erreur, je suis pas assez, mais je veux dire par là que ce qui relève de la volonté de l'art est déjà hautement individuel, mais ne prend sa valeur que dans sa liberté la plus extrême, quoi. C'est-à-dire, comme disait Nietzsche, quoi, être léger, fluide. Il disait être léger, fluide, gai et superficiel. Nietzsche, hein. Mais il ajoutait dans la profondeur, comme les Grecs. C'est dans la préface du Gai Savoir.